Eh bien, écoutez, nous allons démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, en effet, comme je l'indiquais, à notre premier webinaire, donc d'un nouveau format, en effet, pour la NSM. Un format, je dirais, résolument ouvert dans la stratégie, en effet, que nous avons d'ouverture d'une autorité nationale, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Donc, on dit souvent une autorité de police sanitaire. Alors, le mot police est un petit peu, voilà, peut être un petit peu interpellant, mais avant tout, évidemment, notre ADN et notre raison d'être, c'est d'être aux côtés des patients et aux côtés des patients, en effet, dans deux dimensions, à la fois la dimension de la sécurité des patients qui utilisent au quotidien les produits de santé, les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, mais également aussi, je le dis toujours, il y a deux jambes à l'agence, c'est de pouvoir promouvoir et de permettre l'accès pour les patients, quelle que soit en effet la situation notamment du produit de santé, et là on va parler des médicaments, quelle que soit la situation, donc permettre aux patients de pouvoir accéder le plus tôt possible dans un environnement le plus sécurisé possible, notamment les médicaments. Et donc, pour faire cela, évidemment, on ne le fait pas seul et on ne le fait surtout pas seul parce que sinon, voilà, c'est évidemment pas du tout l'objectif de l'agence, mais on le fait ensemble. Et en effet, la thématique de ce webinaire aujourd'hui est assez simple, hein, réussir ensemble, notamment dans le cadre et dans la lutte contre le cancer du sein triple négatif. Et il y a beaucoup d'intervenants et je suis ravie et très honorée que l'ensemble de ces personnes se joignent à nous, en effet, pour ce webinaire. C'est important de montrer, surtout, de présenter et de montrer, en effet, cette collaboration importante avec l'ensemble des acteurs, avec les patients, avec les professionnels de santé. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que nous instituons ce cycle, en effet, de webinaires, d'information, de collaboration, en effet, de l'agence avec ses partenaires, avec ce que l'on appelle le terme consacré, en effet, les parties prenantes. Et donc ça, c'est évidemment un point très important et il va y avoir en effet évidemment plusieurs interventions et donc je ne vais pas dévoiler, mais que ce soit à la fois évidemment avec le collectif Les Triplettes Roses, mais également aussi plusieurs professionnels de santé, également aussi mes collaboratrices, je crois que c'est très féminin, donc je peux dire collaboratrices de la NSM. Et vous allez pouvoir en effet voir au fur et à mesure évidemment cette collaboration, cette coordination aussi qui a été mobilisée et au travers de ce bel exemple. Je le disais en effet tout à l'heure, je suis extrêmement heureuse et extrêmement fière aussi de pouvoir inaugurer en effet ce cycle de webinaires et l'inaugurer notamment en effet avec le collectif Les Triplettes Roses. C'est évidemment extrêmement important. Vous le verrez en effet au travers des présentations, mais voilà, ça a été un parcours évidemment qui n'est pas forcément simple si on repense en effet à l'accès au Trodelvy, hein, qui n'a pas été simple, mais qui a permis en effet de démontrer quelque chose à laquelle je suis extrêmement attachée et mes équipes ici présentes, et vous êtes nombreux hein, très clairement, et j'ai eu, et merci notamment à la direction de la communication de l'agence, j'ai eu quelques éléments sur les inscrits, donc à la fois évidemment, à la fois donc des collaboratrices et collaborateurs de la NSM, mais aussi évidemment à l'extérieur, que ce soit des patients, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit également des industriels, avec un point majeur, je l'indiquais, réussir ensemble, c'est important et c'est ce qui a été dit. Le travailler ensemble est évidemment indispensable. Je le dis toujours et mes équipes l'entendent à peu près, je pense, au moins 10 à 20 fois par jour. Seul, quelquefois, on va plus vite, mais ensemble, on va résolument plus loin et de manière beaucoup plus pérenne. Et là, c'est vraiment en effet dans ce cadre-là que ce webinaire et ce cycle de webinaires est mis en place et on va le voir au travers en effet de l'ensemble des présentations. Cette co-construction, elle est évidemment indispensable, ça permet de faire bouger les choses, ça permet de se parler, ça permet aussi de mieux se comprendre, ça permet aussi de comprendre et d'appréhender les contraintes des uns et des autres, les limites aussi des uns et des autres, et c'est important de les partager.
Et une fois qu'on les a partagés, on peut essayer aussi de trouver une voie de passage et de voir comment on peut avancer en effet sur un sujet. Et puis c'est important, et ce sera mobilisé évidemment au travers des différentes présentations, il est important évidemment avant tout pour l'accès à nos patients sur le territoire national, mais également en termes d'image aussi de la France dans le concert, notamment au niveau européen, mais aussi au niveau international. Et c'est un point qui est évidemment majeur. Je suis intimement persuadée, et depuis un certain nombre d'années que je suis dans les agences sanitaires et notamment à la NSM, que c'est résolument la bonne façon d'avancer, de le faire ensemble, de partager ensemble, de pouvoir aussi partager en effet l'ensemble des sujets, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas aussi. Et merci évidemment à la présence aussi des professionnels de santé qui sont là en effet. Et je vois notamment Suzette de la Loge, et on a eu d'autres sujets d'échange, je me rappelle, il y a quelques années, voilà, qui n'étaient pas complètement simples non plus, mais voilà, on a réussi aussi sur ce sujet, je me rappelle en effet, à avancer de concert en partageant nos certitudes, nos incertitudes aussi, puisque c'est le propre de la science, le propre de la santé, et c'est en les partageant ensemble qu'on arrive en effet à dessiner un chemin. Donc je suis à nouveau voilà, extrêmement heureuse et fière de pouvoir inaugurer ce cycle de webinaire et ce webinaire, et je vais tout de suite laisser la parole aux différents intervenants, parce que ce qui est important, c'est de vous entendre, d'entendre la parole en effet de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble en effet des parties prenantes, voilà, qui met en lumière en effet une façon d'avancer, une façon de travailler ensemble pour tout simplement réussir ensemble avec un objectif que nous partageons tous, c'est que en effet le meilleur soit proposé aux patients dans un environnement le plus sécurisé possible en fonction de l'état de l'avancée évidemment des données, des connaissances, et s'adaptant au fur et à mesure tout au long en effet de notre collaboration. Merci à toutes et tous pour votre mobilisation. Merci aussi à toutes et tous pour votre présence. C'est important. On a un nombre d'inscrits et donc j'imagine que les arrivées vont être de plus en plus nombreuses. Un nombre d'inscrits important, ça témoigne en effet que on répond à un besoin aussi. Communiquer, échanger, partager, ça permet de mettre en lumière en effet ce qui peut être fait et puis donner des idées aussi à d'autres pour aller sur ce chemin du partage, de la co-construction et tout simplement de réussir en effet ensemble avec voilà, ce leitmotiv, c'est pouvoir proposer en effet aux patients une solution, une option en effet thérapeutique de la manière la plus adaptée possible. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent webinaire. Je sais qu'il va être passionnant, et donc je laisse tout de suite la parole, notamment, je pense que c'est à Madame Coutier, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Isabelle. Bonjour à tous, merci Claude et merci Christelle d'être présente en ce début de séminaire. Donc effectivement, nous sommes vraiment très heureux et heureux aussi d'inaugurer ce format de webinaire avec les triplettes et leur collectif, compte tenu des liens forts que nous avons tissés à la NSM avec Claude et Widad. Au tout début, bien sûr, nous n'oublions pas Widad. Et à un moment où la procédure d'accès précoce se mettait en place. Donc, Claude et Widad sont venus nous voir la première fois pour essayer de faire en sorte, tous ensemble, de pouvoir mettre à disposition le Trodelvy, qui à l'époque était vraiment un médicament révolutionnaire dans le cancer du sein triple négatif. Au fur et à mesure des mois, on a vu ce collectif grandir et mener de très beaux projets grâce à un travail collaboratif avec tous, avec à la fois les institutions sanitaires, bien sûr la NSM, la DGS, et puis évidemment les professionnels de santé. Et on espère avoir participé à ce très bel édifice, et nous continuons encore à le faire puisque la collaboration reste extrêmement active.
Avant de passer la parole aux autres intervenants, je voudrais juste faire une petite précision parce que nous aurons probablement énormément de questions techniques et nous ne pourrons malheureusement pas y répondre à toutes. Mais Claude a prévu d'organiser un nouveau webinaire en juin avec les professionnels de santé pour pouvoir répondre à ces questions très techniques ou même à des cas particuliers. Donc, nous essaierons de faire quelques blocs de questions et de répondre aussi à des aspects généraux, mais probablement nous n'aurons pas le temps de tout aborder. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Liora, je crois. Non, pardon, Ça excusez-moi, va. à Claude sur la première slide. On s'embrouille un Oui, petit peu. merci. Désolée, vas-y Claude. Merci beaucoup, Isabelle. D'abord, on est très honorés de faire partie de cet inédit. Merci beaucoup pour la co-construction de ce webinaire. Voilà, c'est aussi ça, du réussir ensemble. Moi, je suis Claude Coutier. Et avant d'être la présidente du collectif Triplette Rose, je suis avant tout une femme qui a été atteinte d'un cancer du sein triple négatif en 2018. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Je vais vous parler du collectif et de ses actions avec les professionnels de santé. Et donc, avant de passer la main au professeur Isabelle Récocard et au professeur François-Clément Bidard, je vais quand même vous expliquer finalement pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a fait du travailler ensemble avec toutes ces personnes-là. Ça commence par quoi? Ben, ça commence tout simplement par un rappel de ce qu'est le cancer du sein triple négatif, qui est un cancer parmi les 61 000 nouveaux cas chaque année. Ce cancer est un peu particulier dans le sens où il n'a pas de récepteur aux oestrogènes, il n'a pas de récepteur à la progestérone, il n'a pas cette protéine qui s'appelle HER2 qui est surexprimée à la surface de ces cellules. Et ben c'est 3 fois non, ça fait triple négatif et c'est 15% des cancers du sein. Donc on est sur un cancer qui est mal connu par rapport à ça, mais pourtant c'est bien 9000 femmes qui sont concernées chaque année. Et ce qu'on sait encore moins, et on aime bien mettre l'accent là-dessus, c'est que 40% des femmes qui sont des triplettes ont moins de 40 ans. Voilà, donc même à 25 ans, ça arrive, malheureusement. Alors quand même, des messages très très positifs, parce qu'on entend trop de choses comme quoi le cancer du sein, c'est dramatique et on a déjà un pied dans la tombe quand on apprend cette information-là. Non, dans la majorité des cas, on en guérit. Aujourd'hui, on a, avec un traitement optimal, on a un taux de survie à 5 ans qui est largement supérieur à 80%. Par contre, et oui, ça reste une maladie difficile à soigner aujourd'hui en situation métastatique et on a encore besoin d'œuvrer, d'agir pour faire avancer la recherche et pour trouver des solutions. Alors, c'est sur ce constat en fait que en fin 2020, on s'est réunis et on a décidé d'agir pour améliorer la prise en charge des triplettes, garantir l'égalité des chances sur le territoire et porter la voix des patientes. Mais je vais aller un petit peu plus en détail tout à l'heure sur l'origine de la création du collectif Triplette Rose. C'est une jeune association créée par des patients. Elle a été créée finalement sur un mouvement qui s'appelait alors le collectif hashtag mobilisation triplette fin 2020. Fin 2020, euh, la médiane de survie annoncée pour une triplette en situation métastatique est de 14 mois. Et puis, il y a une molécule qui existe de l'autre côté des États-Unis et qui permet de doubler l'espérance de vie. Et c'est là qu'a débuté la mobilisation et c'est là qu'on a commencé à travailler avec de multiples acteurs dans la NSM, mais ça, on vous en parlera tout à l'heure. Un an après, on est passé en association pour devenir le collectif Triplette Rose. La particularité de notre association, c'est une association qui agit au niveau national avec 3 objectifs bien précis. On est vraiment sur quelque part presque une expertise qui est avant tout, enfin, qui est encore et toujours, pardon, de faire connaître et de sensibiliser sur le cancer du sein triple négatif. On veut sensibiliser l'opinion publique, mais on veut aussi sensibiliser les instances décisionnelles en santé pour mobiliser l'énergie sur la recherche contre le cancer du sein triple négatif. Ce qui nous occupe le plus, et c'est vraiment ça l'action cœur du collectif, c'est l'accès au traitement novateur et sans délai. Voilà, on n'a pas le temps de l'administration n'est pas toujours le temps des patients.
Et puis le fil rouge, c'est soutenir la recherche parce que on le sait, on a besoin de nouvelles thérapeutiques, de nouveaux traitements, de nouvelles molécules pour vivre avec et pour guérir de ce cancer du sein dit triple négatif. Voilà. Donc le collectif, bah, c'est plusieurs personnes, c'est des bénévoles qui s'investissent en région, localement ou plus globalement sur des projets nationaux. Et voilà pour ça. Et puis, pour vraiment ancrer finalement le positionnement du collectif, voilà quelques exemples en fait. On travaille avec la Haute Autorité de Santé via le comité d'interface et puis via des contributions d'accès précoce. On a des échanges réguliers et constructifs avec l'ANSM. Alors, c'est pas de la pub, hein, ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment de la réalité. On m'a pas payé pour le dire. C'est vraiment concret, c'est vraiment la réalité. À chaque fois qu'on a frappé à la porte de l'ANSM pour essayer face à une problématique, pour trouver des solutions, eh bien, en fait, on a eu une écoute. On a des travaux également avec l'Institut national du cancer. On est très proche de l'Université de la Sorbonne et des patients partenaires. Euh, j'ai l'honneur de faire partie du comité éthique et cancer. Et puis, ben, on travaille avec des centres historiques, finalement, des centres de traitement historique qui sont Gustave Roussy, qui sont l'Institut Curie et qui sont le centre Léon Béra. On a pas mal de projets ensemble euh, en faveur des femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Alors, ça veut dire quoi finalement depuis la création du collectif sur les 3 piliers dont je vous ai parlé? Ben, on a quand même réussi à obtenir un peu plus de visibilité dans les médias. On entend plus parler du cancer du sein triple négatif. On a un événement qui s'appelle le Challenge Triplet Rose, je vais vous en parler tout à l'heure, qui permet aussi de collecter des fonds pour la recherche. On a réussi à collecter 150 000 euros en 2023 qui sont reversés euh, à Gustave Roussy pour le programme Compass, au projet FAPIT de l'Institut Curie. On a provisionné de l'argent pour lancer une étude de qualité de vie avec le Trodelvy et aussi pour lancer le prix Triplet Rose. Et puis, derrière tout ça, ben, il y a l'accès au traitement novateur. Il y a ce plaidoyer dont on va revenir dessus tout à l'heure pour l'accès au Trodelvy. Il y a la création d'une plateforme nationale des essais cliniques pour les triples négatifs notamment. Je vais en reparler aussi. Et puis, il y a la brochure dont le professeur François Clément Bidard nous parlera tout à l'heure. Alors, juste parce que c'est l'actualité, puis que voilà, si vous voulez aider les triplettes, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous allez sur Challenge Triplet Rose, vous faites une équipe. Si vous n'avez pas d'équipe, c'est pas grave, vous allez dans celle de Rosie, c'est notre mascotte. On la voit là, juste ici. Et puis, vous courez, vous bougez, vous marchez pour les triplettes, vous faites du bruit pour les triplettes. Voilà, on vous attend nombreux. Nos actions en cours et à venir. Je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, ce qu'on veut, c'est que de l'énergie soit mise sur la recherche contre le cancer du sein triple négatif. Donc, on a décidé cette année de soutenir des jeunes chercheurs ou des initiatives innovantes pour lutter contre le cancer du sein triple négatif et on va créer le prix Triplet Rose. Voilà, ça c'est pour donner de l'énergie là-dessus. Il y a un dossier qu'on vient d'ouvrir et le premier acteur qu'on est allé voir à l'ouverture de ce dossier, ben, c'est l'ANSM. C'est comment faire bouger les lignes pour accéder à des traitements novateurs. On a appelé ça le droit d'essayer, mais ça se décline de différentes façons et on a déjà un bel axe de travail grâce aux échanges qu'on a eus il n'y a pas très longtemps avec Liora, Isabelle notamment. Et puis, on a un très, très gros sujet, et ça, c'est le professeur Isabelle Récocard qui va nous en parler tout à l'heure, c'est des actions avec le programme Femnet, qui a pour objectif, pour nous, principalement, d'améliorer la prise en charge et l'égalité des chances sur le territoire pour les triplettes, notamment en situation métastatique. Et nos principales contributions par rapport à ça, c'est pour répondre aux enjeux du programme Femnet, faciliter l'inclusion des patients dans les essais cliniques. C'est notre programme Triplet Access, j'en touche 2 mots tout à l'heure. Renforcer la diffusion des informations médicales adaptées aux patients, c'est la brochure. Ça, c'est le professeur François Clément Bidard qui en parlera tout à l'heure. Intégrer les patients de partenaires dans les établissements de soins, ça, on est persuadé que c'est un axe fort pour améliorer l'égalité des chances, mais pas que. On va lancer ça très prochainement. Et puis, eh bien, on s'est battu pour avoir le Trodelvy. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des triplettes qui vivent au long cours avec le Trodelvy, mais les effets des traitements sont cumulatifs et on a parfois l'impression qu'il n'y a pas forcément une bonne prise en compte de ces effets secondaires. Donc, on va lancer une étude
pour avoir une réalité du terrain et pour voir comment on pourrait améliorer les choses. Voilà pour ça sur les principales actions contributrices au projet Femnet. Et juste un petit zoom. On a fait un constat, il n'y a pas si longtemps, que finalement, des molécules innovantes, nous, c'est ce qu'on veut. Il y en a en France via les essais cliniques, mais malheureusement, la majorité des triplettes n'avaient pas accès aux essais cliniques. Donc, on a fait une enquête auprès de différents oncologues, dont 2 sont ici, ça j'en suis sûre, pour voir un constat et essayer de comprendre ce qui se passait en fait dans ces difficultés d'accès aux essais cliniques. Donc, on a mis plusieurs choses en évidence. Notamment qu'il y avait des manques d'informations auprès des centres investigateurs, que la recherche d'un essai clinique dépendait aussi du réseau de l'oncologue, d'une certaine forme de volonté également, que l'accès à l'innovation était parfois encore trop regardé comme la solution de la dernière chance, qu'il y avait un besoin fort d'accompagner les patientes dans cette décision d'accéder à un essai clinique, mais surtout, et au cœur du problème, il y avait le fait que on ne disposait pas d'outils fiables, intuitifs, et qu'on avait souvent un process très manuel qui amenait plus des délais très importants pour la prise en charge et l'inclusion d'une patiente dans un essai clinique. Donc, suite à ça, en fait, on a créé le programme qui s'appelle Triplet Access et qui a pour objectif d'améliorer l'accès à l'innovation thérapeutique via les essais cliniques ouverts en France. Donc, au cœur de ce dispositif, on a bien vu qu'il nous fallait un outil. Donc, par rapport à ça, en fait, on a choisi de travailler avec une start-up qui s'appelle Clineo pour mettre en place cet outil. Donc, nous, on avait des réflexions avancées de notre côté. Eux, ils avaient déjà des travaux autour de cet outil. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a construit ensemble une interface qui permet à chaque patient de rechercher lui-même l'existence d'un essai clinique via cet outil. Donc, cet outil qui s'appelle Clinéo est ouvert aux patients et aux médecins. Ça permet de rechercher un essai clinique. Grâce à des recherches d'intelligence artificielle, ça propose une liste d'essais cliniques. Et après, ça permet d'engager en fait la discussion. Le patient peut engager la discussion avec son oncologue pour confirmer que cet essai clinique qu'on a vu peut vraiment correspondre au patient. Et puis aller, si tout fonctionne bien finalement et tout matche bien, aller jusque l'inclusion du patient dans l'essai clinique avec un mécanisme automatisé et qui permet de gérer l'adressage de la recherche de clinique jusqu'à l'inclusion du patient dans l'essai clinique. Voilà pour ce dispositif-là. Et puis, eh bien, moi maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle, le professeur Isabelle Récocard, qui va nous parler de Femnet. Voilà, Isabelle. Réactiver mon micro. Merci beaucoup, Claude. J'espère que vous m'entendez. Vous avez tellement bien présenté Femnet qu'effectivement, on voit au travers de l'activité des triplettes à quel point il est important que les praticiens et les gens en charge des patientes en général prennent en compte cette organisation. Et donc, du coup, la première question, c'est pourquoi un nouveau réseau? Claude vous l'a expliqué, ces cancers sont de mauvais pronostics et les femmes sont concernées par des cancers de mauvais pronostics, on va les voir ensemble. Et ça fait partie finalement de la stratégie décennale de lutte contre les cancers du plan cancer 2021-2030, pour lequel l'INCa a donc fait un appel à candidature en septembre 2022. Et au vu de la problématique des cancers féminins de mauvais pronostics, il nous paraissait indispensable de donner une place à ces femmes pour qu'elles puissent bénéficier d'une meilleure organisation. On va y revenir. Alors, effectivement, ça s'appuie sur une terminologie de réseau d'excellence, mais surtout sur comment faire en sorte que le territoire français soit équitable et avec une prise en charge des patientes qui soit la plus optimale possible, que ces patientes habitent Paris ou le fin fond de la région Rhône-Alpes, comme je pourrais en parler dans ma région. Alors, l'état des choses est une réalité. Si on regarde les cancers gynécologiques pelviens,
eh bien, vous voyez que les cancers de l'ovaire, du col avancé, de l'endomètre ou en situation métastatique répondent effectivement à cette problématique de cancer de mauvais pronostic, puisque l'ensemble de ces patientes ont malheureusement des courbes de survie qui sont inférieures à 25% pour la plupart d'entre elles. Et concernant les cancers du sein triple négatif, Claude l'a très bien exprimé, la survie globale des patientes métastatiques est inférieure à 20%, avec des nouvelles options thérapeutiques qui sont parfois plus nombreuses qu'en matière de gynécologie pelvienne, mais pour lequel la complexité de la décision et l'accès à l'analyse moléculaire est plus compliqué. Donc, le principe de ce réseau qui intègre les cancers gynécologiques et mammaires, c'est d'améliorer la survie des patientes en optimisant nos pratiques et surtout nos organisations, diminuer la disparité territoriale et augmenter l'accès aux innovations thérapeutiques, qu'elles soient liées à une disponibilité via l'ANSM ou une participation aux essais thérapeutiques. Donc, pour cela, il nous a paru important de s'appuyer sur l'existant et non pas de recréer quelque chose de supplémentaire dans une organisation qui pourrait ressembler à un millefeuille. Donc, les essais thérapeutiques, c'est la recherche académique et c'était le groupe Arcagie Gynéco, qui sont 2 réseaux labellisés par l'INCa, qui dédient leur expertise aux essais thérapeutiques en matière de gynécologie et au cancer du sein. Vous l'avez vu, l'importance des patientes est fondamentale, donc on ne se voyait pas répondre à cet appel sans association nationale de patientes, et c'est le collectif Triplette Rose et Imagine qui ont immédiatement levé la main. Et puis aussi des coordonnateurs de structures locales, les réseaux régionaux de cancérologie qui font déjà un travail et pour lequel, au lieu d'effacer ce qui est en train d'être fait ou qui est déjà fait, de l'optimiser et de le renforcer. Donc, le fonctionnement du réseau s'appuie sur un comité de pilotage. Donc, pour répondre à l'appel d'offres, il fallait un binôme de coordonnateurs masculins et féminins dans la même structure. Donc, c'est le docteur Thomas Bachelot et moi-même qui sommes les coordonnateurs de ce réseau, avec un comité opérationnel qui comprend des référents de différentes pathologies, de différents dispositifs, des représentants de France Génomique ou des plateformes de biologie moléculaire pour l'accès aux analyses moléculaires, un comité scientifique avec des référents dans des centres régionaux très actifs en matière de prise en charge de ces cancers, incluant des établissements de différentes organisations et des groupes de travail par région sur lesquels on va revenir. Donc, les associations de patientes, le collectif Triplette Rose a été présenté par Claude précédemment. Pour les tumeurs gynécologiques, c'est l'association Imagine qui a aussi une activité d'information, de recherche, de partage, de sensibilisation et de soutien. Les centres régionaux qui ont accepté d'être les vecteurs de diffusion d'informations, de diffusion des compétences sont listés sur cette diapositive. Vous voyez qu'il y a des centres anticancéreux, des centres universitaires, des centres privés, des ESPIC. Donc, on a une représentativité de tout le monde. On a aussi une représentativité géographique, vous le voyez, avec tous ces centres représentés sur le territoire français, mais aussi dans les dom-toms. Et on est très content d'avoir des centres des dom-toms qui se sont positionnés pour faire partie de ce réseau, avec des enjeux que l'on a évoqués, mais qui sont quand même différents d'une problématique et d'une pathologie à une autre. Si on les prend assez rapidement, le cancer de l'ovaire souffre de l'accès à des chirurgies d'experts qui sont en première ligne, mais aussi en récidive, a besoin d'un accès rapide aux analyses moléculaires, mais aussi à l'innovation. Nous avons malheureusement, dans les cancers pelviens, vous verrez beaucoup moins d'innovation thérapeutique que dans les cancers mammaires, et c'est important d'en prendre compte. Concernant le cancer du col avancé en rechute, là encore, l'expertise de radiothérapie et de chirurgie est un point important. Nous n'avons pas eu d'innovation thérapeutique dans cette pathologie pendant plus de 20 ans. Donc là encore, l'accès aux essais thérapeutiques est fondamental. Ce sont aussi des patients qui ont des séquelles de la prise en charge initiale qui doivent être intégrées et pris en compte quand on veut faire des essais thérapeutiques. C'était un point important pour nous.
Et depuis récemment, nous avons accès à l'immunothérapie et selon un score CPS, qu'il était fondamental que les patients puissent avoir accès. Dans le cancer de l'endomètre, c'est les analyses moléculaires qui dirigent aujourd'hui la prise en charge de ces patients. Et encore très récemment, beaucoup de patients n'avaient pas accès à ces anomalies, à ces recherches d'anomalies. Là encore, la chirurgie, la radiothérapie sont importantes, l'accès à l'innovation, pas de nouveautés thérapeutiques pendant 30 ans dans le cancer de l'endomètre. Donc, ce sont des patientes qui ont besoin d'innovation thérapeutique. Et enfin, dans les cancers du sein triple négatif métastatique, là encore, Claude l'a évoqué, mais on retrouve l'importance des analyses moléculaires pour identifier quelles sont les meilleures options thérapeutiques entre l'immunothérapie, les inhibiteurs de PARP, mais aussi l'accès à l'innovation et aux essais thérapeutiques, comme ça a été évoqué précédemment. Les objectifs sont assez simples. On veut renforcer la diffusion des expertises médicales et des informations, un accès immédiat à l'innovation par une structuration et une amélioration du parcours des patientes au travers des RCP, mais aussi faciliter l'inclusion des patientes dans les essais thérapeutiques, connus, dédiés à la pathologie, mais aussi ces essais basket qui sont souvent beaucoup moins visibles et pour les spécialistes et pour les patientes, dans lequel il peut y avoir, grâce à une anomalie moléculaire identifiée, un essai thérapeutique pour ces patientes. Et comme l'a dit Claude précédemment, positionner le patient comme membre à part entière de l'équipe pour permettre des parcours qui sont plus acceptables pour ces patients. À plus long terme, on voudrait aussi renforcer la liaison ville-hôpital et aussi, on l'espère, avec des programmes comme MyPEPS qui vont montrer leur intérêt, déployer ces programmes de dépistage et de prévention en routine, de manière à ce que les résultats produits par le programme MyPEPS puissent être immédiatement mis au profit des patientes sur l'ensemble du territoire. La diffusion des expertises médicales, pour l'instant, on a essentiellement mis en place 2 points. Les webinaires, et celui d'aujourd'hui en fait partie, mais vous voyez, il y en a eu précédemment en février, pour les cancers du sein triple négatif, mais aussi pour les cancers gynécologiques. Hein, on l'a vu pour le cancer de l'ovaire et on le verra aussi un peu plus tard avec les triples négatifs au mois de mai. Des réunions locales, et ça c'est un point important, on a de plus en plus réussi à organiser localement, régionalement des réunions physiques où les cliniciens sont venus pour voir comment optimiser la prise en charge de ces patientes, optimiser la participation à la recherche clinique et l'inclusion des patients dans les essais, une présence sur les congrès plus nationaux, donc celui de Paris au mois de novembre, les cours de Saint-Paul au mois de janvier à Saint-Paul-de-Vence, enfin à Cannes en l'occurrence, et puis au mois de juin, les associations de patientes seront avec nous pour les IFOD. Faciliter l'inclusion des patientes dans les essais, effectivement, malheureusement aujourd'hui, beaucoup trop de patientes ne sont pas au courant, ne sont pas dirigées vers un centre qui participe à des essais. Notre idée, c'est de rendre visibles ces essais, comme Claude l'a montré, mais aussi, j'espère, aider les structures à ouvrir des essais thérapeutiques plus proches des patientes, pas seulement dans les grands centres de recherche, mais aussi dans des centres peut-être plus près. Et ça fait partie des objectifs de FemNet. Les actions transversales avec les réseaux régionaux, on a regardé ensemble ce qui était possible de faire et aujourd'hui, ce que l'on voudrait renforcer, c'est l'accès au screening moléculaire au travers du programme France Génomique, et on va le voir avec le nombre de patients testés chaque année. Travailler avec les secrétariats de RCP pour le repérage des dossiers pour être sûr qu'une patiente qui a un cancer du sein triple négatif a bien eu une analyse moléculaire de la voie de signalisation BRCA, mais aussi de l'expression du CPS pour accéder à une immunothérapie. Les RCP de recours pour donner accès à de la chirurgie à des patientes, notamment dans les cancers de l'ovaire. Et puis, en plus des programmes Clinéo, OncoClick, ScreenAct et des annuaires régionaux des essais cliniques, plus il y aura de l'information autour de la recherche clinique, plus on espère pouvoir inclure des patientes dans ces essais thérapeutiques. Les prochaines étapes sont aussi les projets régionaux.
On a des cliniciens qui ont levé la main pour dire, nous, on peut donner notre expertise à d'autres. Et si cette expertise fonctionne, si on améliore le parcours de soins des patientes, je prends l'exemple, par exemple, de la relecture de l'imagerie dans les cancers du col en région nord, eh bien, si ce fonctionnement est adapté, il sera utilisé par d'autres et diffusé dans d'autres régions françaises. C'est la même chose pour le parcours préopératoire des chirurgies de type exentération pelvienne, mais aussi la mesure du délai d'accès à la radiothérapie pelvienne dans les cancers du col avancé, le suivi par une infirmière de pratique avancée des traitements oncologiques oraux. Est-ce qu'on apporte quelque chose aux patientes? Si oui, alors cette organisation sera diffusée aux autres régions qui voudront bien s'en emparer. La constitution d'un mailing list, c'est des gens qui acceptent de participer à ce challenge, améliorer le parcours des patientes, améliorer leur prise en charge et au travers du mailing list, pouvoir diffuser les informations le plus vite possible sur l'accès à l'innovation, sur l'accès à un essai thérapeutique, avec aussi une communication sur les réseaux qui aujourd'hui sont fondamentales pour faire connaître ces organisations et diffuser l'information le plus rapidement possible. J'espère, Claude, que j'ai été assez claire dans ma manière de présenter et Magnifique. je vous redonne la parole immédiatement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. C'était parfait. Alors, François Clément est avec nous. Je vais redonner. Hop. Donc, super. Ah, bah oui, zut. Hop, 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 hop. Du coup, voilà. Eh ben, je laisse donc la parole au professeur François Clément Bidard pour poursuivre sur un réussir ensemble autour de la création de la brochure sur le cancer du sein triple négatif. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être là. Merci de l'invitation. Et encore bravo au collectif Triplet Rose. Donc là, l'idée très très rapidement, hein, c'était pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore au courant, c'était pour revenir sur le fait qu'il existe un livret. Alors, je l'ai là, voilà, donc il existe en papier, il existe aussi en version Internet. Donc, finalement, d'un livret, d'une brochure qui a été créée par le collectif Triplet Rose, et donc à son initiative, et qui a pour but donc d'apporter beaucoup d'informations aux patientes qui sont diagnostiquées, qui ont affaire à ce type de cancer du sein un peu particulier. Donc, l'idée générale, finalement, c'est un travail collectif, hein, c'est quelque chose qui est, c'est un travail qui était très, très important, qui a été fait il y a un peu moins d'un an. Donc, les triplettes roses sont emparés du sujet de l'information, c'est un sujet quand même qui est très, 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 très important, et avec première rédaction qui a été proposée et de nombreuses itérations qui ont eu lieu entre, d'une part, donc les patientes qui avaient écrit la première partie, puis un groupe de médecins relecteurs et beaucoup d'échanges, de discussions. Ça nous a occupé un petit peu une bonne partie de l'été dernier, effectivement, et avec in fine un support visuel, quelque chose pour arriver à une plaquette qui est très très jolie et dont l'impression, notamment, et la conception a pu être supportée par des dons à l'association. Donc c'est vraiment un travail associatif qui a eu lieu l'été dernier avec donc des médecins qui sont finalement, qui ont apporté leur expertise et sont un petit peu garants de l'exactitude de ce qui est écrit. Et je peux vous dire que on a vraiment relu ça avec grande attention. Donc, ce qui est écrit dedans est tout à fait vrai, avec une relecture faite en premier lieu par un groupe restreint de médecins, mais ensuite diffusée à l'ensemble des correspondants du réseau Femnet, dont on vient de parler. Donc vraiment un consensus national autour de ce qui est écrit dans cette brochure. Donc chose très très importante. Diapo suivante éventuellement, s'il vous plaît. Donc justement, l'idée c'était de permettre une démocratisation finalement voilà, de ce qu'on peut savoir sur le cancer du sein triple négatif, d'être accessible avec un vocabulaire qui n'est pas du jargon médical. Alors on essaie quand même de vous introduire des notions voilà, de jargon médical, parce que c'est un jargon que vous allez entendre à l'hôpital, mais c'était quelque chose, voilà, on essaie à chaque fois de l'expliquer avec un lexique, et donc ça nous vous permet là de voir, par exemple, quelques exemples de pages à l'intérieur. Par exemple, stade et grade, ça fait partie d'une observation
évidente, qui est que voilà, au moins la moitié des patientes lors du diagnostic voient écrit stade ou grade et vont confondre le stade, le grade allègrement, alors que ce n'est pas d'informations complètement différentes. Et donc, du coup, voilà, on réexplique, on reprend ça, on reprend ce qu'est un cancer localisé, un cancer métastatique, les implications que ça a sur la prise en charge, sur le traitement. On a essayé vraiment d'être le plus exhaustif possible. Alors bien sûr, on ne va pas jusqu'au bout complètement, on n'est pas voilà, on ne peut pas suivre l'actualité médicale au jour le jour, mais quand même donner des bases qui permettent aux femmes de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que ce cancer et quelles sont les grandes bases du traitement. Et vous voyez donc sur la partie droite, on a même donc on raconte finalement qu'est-ce qu'on va faire, les biomarqueurs qu'on va faire, et ensuite les traitements qu'on va faire avec des algorithmes. Donc c'est quelque chose qui va être amené bien sûr à évoluer. Hein. Donc c'est quelque chose il faudra réitérer de nouvelles versions et le tenir updaté au fur et à mesure des progrès médicaux. Pour la diapo suivante, donc, la brochure est disponible donc, en version papier, donc distribuée par les Triplettes Roses, donc avec un certain nombre d'exemplaires forcément limités par nature, mais aussi sur le web, avec, vous voyez, donc ce QR code qui vous permet d'y accéder. C'est aussi accessible directement, bien sûr, sur le site des triplettes. Donc, j'ai à peu près terminé sur ça. C'était juste pour dire, c'est très très important, hein, cette brochure. Je pense que c'est vraiment une matérialisation voilà, de cette volonté de permettre aux patientes de s'emparer de ce qu'est leur maladie, de ce que ça veut dire des différents types de traitements, et donc de pouvoir finalement mieux se repérer dans les options thérapeutiques. On parle bien sûr, une grande partie qui est dédiée aux essais cliniques. Qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique? Comment les trouver? Comment les chercher? Et je pense clairement que ce livret, cette brochure, euh, peut tout à fait améliorer finalement la compréhension et donc le devenir des patientes atteintes de cancer du sein triple négatif. Rien qu'en soi, finalement, une éducation très très utile, à mon sens, construite par des médecins avec des patientes. Merci François Clément. Euh, et bien maintenant, on va laisser la parole à Isabelle, Liora et Gladys. Je vous laisse reprendre la main. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser l'équipe oncologie en charge de tous les cancers du sein vous faire cette présentation. C'est vraiment un gros travail très intéressant. Donc, je laisse la parole à Liora et à Gladys. Merci Isabelle. Oui, donc ravie d'être là, hein, déjà entourée d'intervenantes et intervenants de qualité. Effectivement, moi je suis Liora Brunel, chef du pôle oncologie, pôle qui appartient à la direction médicale médicament 1, dirigée par le docteur Isabelle Yodjian, et pôle qui est très mobilisé effectivement dans l'accès au traitement et comme on va le montrer aujourd'hui, mobilisation qui ne peut pas se faire sans les professionnels de santé et les patients. Donc l'objectif de cette deuxième partie, c'est effectivement de vous présenter un peu les traitements innovants des 3 dernières années dans le cancer, dans la prise en charge du cancer du sein triple négatif. Et donc, je serai accompagnée pour cette partie de Gladys Naissant, que je vais laisser peut-être se présenter au Oui, début de bon- cette partie. bonjour à toutes et à tous. Donc, Gladys Naissant, je suis évaluatrice clinique à l'ANSM et je suis notamment en charge de l'évaluation des médicaments dans le cancer du sein et donc notamment dans les médicaments dans le cancer du sein triple négatif. Merci. Alors d'abord, quelques mots sur le cycle de vie du médicament, parce que je ne suis pas sûre que toutes les personnes connectées soient très familières avec le cycle de vie du médicament. Peut-être juste Liora, si tu peux mettre en mode Oui, présentation. Ouais. hop. Donc tout d'abord, la première partie, c'est quoi? C'est le temps de la recherche. Voilà, les scientifiques vont essayer de trouver un médicament, un candidat médicament, c'est-à-dire une molécule chimique ou biologique à potentiel thérapeutique. Ce candidat médicament va ensuite passer le test des essais précliniques, donc en laboratoire et sur des modèles animaux, pour essayer d'étudier un peu le comportement de la molécule chez l'animal, notamment avant l'administration chez l'homme. Donc cette partie peut durer jusqu'à 2 ans. Ensuite, le candidat médicament va passer l'étape des essais cliniques. Donc, je reviendrai en détail, un peu plus en détail juste après.
Si l'efficacité et la sécurité du candidat médicament est démontrée à l'issue des essais cliniques, alors le laboratoire va pouvoir déposer une demande d'autorisation de mise sur marché donc à l'Agence européenne du médicament qui va, au bout de 10 mois, notifier une autorisation de mise sur le marché. Au niveau national, donc la Haute Autorité de Santé va prendre le relais pour évaluer si le médicament mérite d'être remboursé donc, par rapport à ce qui existe déjà sur le territoire national. S'ensuit ensuite des négociations de prix entre les laboratoires et le Centre économique des produits santé du ministère de la Santé dans le but de fixer un prix. Une fois que le prix est fixé, alors le médicament va pouvoir être mis à disposition des patients, dit dans la voie classique. Et c'est pas fini puisque le médicament va faire l'objet d'une surveillance tout au long de sa vie. On va vous présenter un état des lieux des médicaments ou des essais cliniques autorisés dans le cancer du sein triple négatif depuis 2021. Donc, pourquoi depuis 2021? Donc, il a fallu faire un choix pour le début de l'analyse. Donc, on s'est basé jusqu'au 1er juillet 2021, qui correspond en fait à la date de mise en place de la réforme de l'accès précoce des médicaments en France. Donc voilà, donc les données et les datas que vous allez voir maintenant sont sur une durée de 2,5 ans, donc à partir du 1er juillet 2021 jusqu'à décembre 2023. Voilà, donc si on commence par les essais cliniques, donc si on revient un peu sur le cycle de vie du médicament, les essais cliniques classiquement se font en 3 parties, en 3 phases. Une première partie, donc chez quelques patients, donc soit sur des volontaires sains, soit c'est le cas d'ailleurs voilà, pour les essais cliniques dans le cancer, ces phases 1 se font directement chez les malades. Et le but c'est de cette première partie, de cette phase 1, c'est de définir une dose qui sera bien tolérée et d'étudier voilà, les paramètres, certains paramètres une fois que le produit est administré chez le patient. Une fois que la dose est déterminée, on va pouvoir passer en phase 2, donc chez un nombre un peu plus important de malades pour évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement dans une indication précise. Si cette étape est positive, on va pouvoir passer, le candidat médicament va pouvoir passer en phase 3, donc à plus grande échelle, pour confirmer son efficacité et sa sécurité chez un plus grand nombre de patients et pour le comparer au traitement de référence validé. Donc, on va vous donner quelques chiffres clés par rapport aux essais cliniques dans le cancer du sein triple négatif. Donc, le premier chiffre intéressant, c'est que il y a donc un tiers des essais cliniques qui ont été autorisés dans le cancer du sein qui concernaient donc des essais cliniques qui permettaient l'inclusion des patientes avec un cancer du sein triple négatif. Donc, c'est un chiffre qui est à mettre en parallèle avec l'incidence du cancer du sein triple négatif parmi les cancers du sein, qui, comme Claude vous le disait tout à l'heure, est plutôt de l'ordre de 15%. Le deuxième chiffre qui est très intéressant, donc on est à peu près en moyenne à environ un essai clinique par mois autorisé dans le cancer du sein triple négatif. Donc ces deux chiffres mettent en exergue une recherche qui est quand même très, très forte dans cette indication. Voilà. Donc, par rapport aux essais cliniques dans le cancer du sein triple négatif, donc, dans les 2 tiers des cas, donc, c'était des essais pour des indications en situation avancée, donc situation métastatique. Et on voit donc de plus en plus des essais cliniques en situation périopératoire, donc pour des indications en situation néoadjuvante et ou adjuvante pour un tiers des cas. Donc, si on regarde les mécanismes d'action les plus représentés par rapport aux traitements expérimentaux qui sont donc testés dans les essais cliniques, donc oui, j'ai oublié de vous le dire, mais donc cette analyse ne prend en compte que les études de phase 2 et de phase 3. Pour des raisons de faisabilité, on a donc dû exclure les études de phase 1, donc qui peuvent être des études de recherche de dose, etc. Voilà, donc les chiffres que vous voyez là seraient encore plus importants donc, si on avait inclus les essais de phase précoce.
Donc, en termes de mécanismes d'action, les plus représentés, donc c'est la thérapie ciblée et l'immunothérapie, qui se partagent à peu près les mêmes pourcentages, suivi par la chimiothérapie. Donc, en termes de thérapie ciblée, on peut avoir donc les anticorps conjugués, dont on reparlera un peu plus après, comme le Trodelvy, un anticorps anti-TROP2 conjugué à un cytotoxique. On peut avoir des anticorps bispécifiques, des anti-PARP, des inhibiteurs d'AKT, des inhibiteurs de CDK4/6. À droite ici, donc c'est juste une représentation rapide de la répartition des essais cliniques, qu'ils soient à l'initiative des industriels ou à l'initiative des académiques, donc comme des hôpitaux, donc avec une répartition à peu près équivalente entre industriels et académiques. Donc sur cette slide ici, donc vous avez les centres ayant ouvert à l'inclusion, ayant pu inclure donc des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif sur la période des 2,5 ans qui viennent de passer. Donc, on voit qu'il y a une très forte concentration des centres donc en Île-de-France et dans la région sud-est, donc avec notamment des centres dans le sud-est avec donc Marseille, Avignon, Nîmes, Montpellier, Clermont-Ferrand. Nice et moins de centres donc dans la région sud-ouest et dans la région nord, avec seulement un centre qui a ouvert à Pau et un centre à Lille. Et donc, on n'a pas mis les dom-tom parce que malheureusement, donc, il n'y avait pas eu de centres qui ont ouvert durant cette période pour inclure des personnes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Donc voilà pour les essais cliniques. Après les essais cliniques, il y a l'autorisation de mise sur le marché. Donc comme je le disais, le laboratoire, si à l'issue des essais cliniques, l'efficacité de la sécurité du traitement est démontrée, il va pouvoir faire une demande auprès de l'Agence européenne d'autorisation de mise sur le marché. L'Agence européenne va ensuite désigner 2 pays pour être rapporteurs et évaluer les données pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc l'ANSM peut être rapporteur sur un dossier ou commenter l'évaluation de rapporteur en tant que pays destinataire. Voilà, au bout de à peu près 7 mois et 3 tours, on va dire, de questions-réponses, le Comité européen des médicaments à usage humain, le CHMP, va rendre son opinion finale. Dans certains cas, l'évaluation peut être raccourcie à 5 mois s'il y a un très fort besoin médical et une innovation très importante. Donc, si le CHMP rend une opinion positive, 3 mois après, la Commission européenne va notifier l'autorisation de mise sur le marché et cette décision s'applique à l'ensemble des États membres. Donc, quels sont les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché dernièrement? Donc, on va commencer par la situation avancée métastatique. Donc, on a l'immunothérapie pembrolizumab, le Keytruda, qui, par le biais de l'étude Keynote 355, donc, a obtenu une AMM en association à une chimiothérapie pour des patientes qui ont une tumeur qui exprime le PDL1 avec un CPS score supérieur ou égal à 10, donc en première ligne métastatique, première ligne de traitement métastatique. Donc on a le Trodelvy, qui est un anticorps associé à une chimiothérapie qui, par le biais de l'étude Ascent, a permis d'avoir une autorisation de mise sur le marché à partir de la deuxième ligne métastatique. Et l'Enhertu, qui est une thérapie ciblée, donc c'est un anticorps anti-HER2 associé à une chimiothérapie, qui a donc obtenu donc, une AMM en janvier 2023 pour des patients donc, qui ont été préalablement traités par une chimiothérapie, qu'elle ait été reçue donc, en première ligne métastatique ou en situation adjuvante avec une rechute précoce. En situation périopératoire maintenant, donc on a toujours l'immunothérapie pembrolizumab avec l'étude Keynote 522, donc avec une AMM en association à une chimiothérapie comme traitement néoadjuvant, puis en monothérapie post-chirurgie, donc en traitement adjuvant, pour des patients à haut risque de récidive. Et la thérapie ciblée anti-PARP Lynparza, donc, qui est utilisée dans le cancer du sein triple négatif en monothérapie chez des patients qui présentent une mutation germinale des gènes BRCA1-2
et qui ont été précédemment traités par chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante. Donc, on est sur du traitement adjuvant. Merci. Et donc, ensuite, donc, vous l'aurez compris, il peut se passer un certain temps entre les essais cliniques et la mise à disposition du traitement dans la voie classique aux patients. Et c'est pour ça qu'a été pensé, réfléchi et mis en place les accès dérogatoires. Donc, il y a 3 types d'accès dérogatoires qui peuvent être demandés de manière plus ou moins précoce au cours du cycle de vie du médicament. Quels sont ces accès dérogatoires? Alors, tout d'abord, il y a les autorisations d'accès compassionnel. Ce sont des autorisations nominatives. Un prescripteur va faire une demande pour un patient nommément désigné pour une situation clinique. Ça concerne les médicaments qui ne font l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché en France. Voilà, l'évaluation et la décision revient à l'ANSM qui instruit la demande en quelques jours. L'autorisation est valable 1 an renouvelable. Elle est prise en charge automatiquement à 100% par l'assurance maladie et fait l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et suivi des patients. Le deuxième type d'accès dérogatoire, c'est l'autorisation d'accès précoce. C'est à l'initiative du laboratoire pharmaceutique qui va faire une demande, cette fois-ci pour une population de patients, donc c'est plus nominatif, et dans une indication donnée. Soit il fait sa demande en amont de l'AMM, ou juste après, le temps des négociations du prix et de la commercialisation. L'évaluation et la décision relèvent de la Haute Autorité de Santé sur avis conforme de l'ANSM qui va évaluer plus précisément la balance bénéfice-risque. L'instruction prend en général 3 mois, plus ou moins 1 mois en cas de demande d'informations complémentaires. La durée de l'autorisation est également de 1 an renouvelable. Elle est prise en charge automatiquement à 100% par l'assurance maladie et fait l'objet d'un protocole thérapeutique et de recueil des données. Le troisième type d'accès dérogatoire, c'est le cadre de prescription compassionnelle qui est à l'initiative des autorités de santé pour sécuriser un usage hors AMM d'un produit qui a déjà une autorisation de mise sur le marché. Bon, je m'étendrai un peu moins sur cet accès puisqu'on n'a pas eu besoin d'ouvrir de CPC dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein triple négatif. Alors, qui est éligible? Comment être éligible voilà, aux accès dérogatoires? Alors, les critères d'octroi pour les autorisations d'accès compassionnel, donc le patient, il ne doit pas pouvoir être inclus dans un essai clinique. On va toujours privilégier la voie des essais cliniques. Le patient doit présenter une maladie rare, grave ou invalidante en impasse thérapeutique et dont la mise en œuvre du traitement ne peut être différée. La balance bénéfice-risque du médicament doit être présumée positive et le laboratoire doit s'engager vers un accès précoce si ce médicament dans cette indication fait l'objet d'un développement en vue d'une autorisation de mise sur le marché. Pour les autorisations d'accès précoce, donc on retrouve un certain nombre de critères communs, dont la maladie rare, grave ou invalidante, l'absence d'alternatives thérapeutiques appropriées, la mise en œuvre du traitement ne peut être différée, auquel on va rajouter d'autres critères, notamment efficacité et sécurité fortement présumées. Donc pour les accès précoces, on demande des preuves plus robustes de la balance bénéfice-risque qu'on peut demander pour un accès compassionnel. Le médicament doit être présumé innovant par rapport à ce qui existe déjà sur le territoire national et le laboratoire doit s'engager vers un dépôt d'autorisation de mise sur le marché si ça n'a pas déjà été fait dans les 2 ans. Donc là, je vous ai juste mis une photographie, donc la liste des produits en accès dérogatoire est disponible sur le site de l'ANSM et vous avez le lien vers ce référentiel en bas de la diapositive. Donc, si on poursuit par rapport aux accès précoces, quelques chiffres. Donc, depuis le début de la mise en place des accès précoces en France, donc il y a eu 98 accès précoces qui ont été octroyés, avec 50% de ces accès dans le domaine de l'oncologie, cancérologie, ce qui est énorme, et 15% d'entre eux dans le cancer du sein. Et dans le cancer du sein, il y avait 71% des accès précoces qui permettaient l'inclusion de patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Donc, comme on le disait tout à l'heure, donc avec une vraie priorisation au niveau de cette indication. Ouais, Liora.
Merci. Et du coup, on vous a mis ici une estimation du nombre de patients, de patientes qui pourraient être inclus par an dans les accès précoces de cancer du sein triple négatif. Donc, on a en situation précoce, donc néoadjuvant et ou adjuvant, environ 8000 patientes par an qui pourraient donc être incluses. Et au stade métastatique, environ 3200 patientes par an qui pourraient être incluses. Voilà, maintenant, donc, si on fait le parallèle avec les autorisations de mise sur le marché que je vous présentais juste avant, et parce que vous avez donc compris maintenant que autorisation de mise sur le marché ne signifie pas mise à disposition du traitement. Donc, on voit ici que les accès précoces ont permis la mise à disposition plus précoce des médicaments dans l'ensemble des AMM qui avaient été octroyés. Donc, il y a eu un accès précoce dans toutes les indications en situation avancée métastatique. Et on le verra après, c'est pareil pour les situations périopératoires. Et donc, les accès précoces ont permis un accès vraiment très anticipé des produits. Puisque par exemple, vous le voyez ici, pour le Trodelvy, le produit ne serait toujours pas disponible hors accès précoce s'il avait juste utilisé la voie classique, alors qu'aujourd'hui, donc, les patientes peuvent être incluses donc, dans l'accès précoce qui est actuellement en cours. Et c'est donc le même raisonnement pour l'immunothérapie pembrolizumab. Le produit est actuellement donc maintenant disponible, mais l'accès précoce a permis donc une mise à disposition environ 2 ans avant la prise en charge classique, telle qu'elle aurait dû avoir lieu. Et donc en situation périopératoire, c'est le même raisonnement. Donc il y a bien eu des accès précoces à chaque fois, et qui ont donc permis donc la mise à disposition des traitements de manière très anticipée. Donc c'est là où il y a l'animation avec les feux d'artifice. Donc voilà, donc on est très content. Donc pour nous, c'est vraiment vive le dispositif de l'accès précoce qui permet la prise en charge des patients et des patientes vraiment très précocement. Merci beaucoup Gladys et Eliora. Donc on va vous présenter l'accès au Trodelvy. C'est vraiment le dossier emblématique euh, que nous souhaitions échanger avec vous. Et c'est vraiment un exemple de collaboration réussie avec vraiment tous, médecins, évidemment le collectif, les institutions et également les laboratoires qui ont pris la mesure du problème. Donc voilà, je te laisse, Liora, prendre la main. Oui, merci Isabelle. Donc déjà, le Trodelvy, c'est quoi? C'est un anticorps combiné à un agent cytotoxique ciblant la protéine TROP2, qui est une protéine qu'on retrouve très fréquemment dans les cellules cancéreuses pour les cancers du sein. L'étude Pivot Accent, c'était une étude de phase 3, donc randomisée, qui a permis de comparer le Trodelvy versus la chimiothérapie au choix de l'investigateur, donc chez les patients atteints d'un cancer du sein triple négatif métastatique, ayant reçu au moins une ligne de traitement en situation métastatique. Et donc cet essai a permis de démontrer que le Trodelvy permettait un doublement de la médiane de survie chez ces patientes et de diminuer de presque de moitié le risque de décès. Suite à ces résultats, il a obtenu une AMM conditionnelle aux États-Unis donc en avril 2021 et il a noté que le laboratoire Immunomedics, détenteur initialement du Trodelvy, était en train d'être racheté par Gilead fin 2020. Donc l'histoire de cette collaboration et de l'accès du Trodelvy, c'est quoi? Alors, donc nous, à la NSM, on a reçu les premières demandes d'accès compassionnel en novembre 2020. On a donc contacté Immunomedics pour savoir si c'était possible d'avoir du produit et il nous a indiqué qu'il n'était pas en mesure de le fournir dans le cadre des accès compassionnels en Europe du fait d'une production limitée et réservée au marché américain et aux patients inclus dans les essais cliniques à l'international. Donc, on a commencé à recevoir de plus en plus de demandes. Les hôpitaux nous ont indiqué pouvoir se fournir via un importateur sous couvert d'un prix assez élevé. Mais au vu du besoin médical, des résultats de l'essai clinique et de l'AMM européenne, l'ANSM a pris la décision malgré tout d'ouvrir les accès compassionnels dans le cancer du sein triple négatif pour les patientes en impasse.
Le problème, c'est que début 2021, l'importateur revient vers nous pour nous dire que les demandes étaient de plus en plus importantes et qu'ils avaient du mal à suivre en termes de quantité d'importation pour couvrir le besoin. Et donc, on a dû malheureusement, le 24 janvier, arrêter les initiations au risque, pour éviter tout risque d'interruption de traitement chez les patients qui l'avaient déjà initié depuis novembre. Voilà, et donc on a commencé à avoir des échanges avec le laboratoire Gilead, qui a compris l'enjeu et qui s'est engagé finalement à fournir le traitement dans le cadre de ces renouvellements, tant que les patientes en bénéficiaient. Mais ils nous ont confirmé effectivement que la production était insuffisante encore pour ouvrir de nouvelles initiations de traitement. Et c'est là que la collaboration, les échanges avec le collectif Les Triplettes Roses a commencé. Tout simplement parce que finalement, ensemble, on s'est vite aperçu qu'on avait plus de poids pour essayer d'inciter le laboratoire Gilead à faire le nécessaire auprès de leur maison mère pour que les choses aillent plus vite et pour pouvoir réouvrir ces initiations de traitement. Et donc, on a initié collectivement des échanges très réguliers donc entre le laboratoire Gilead, les patientes, les oncologues, le ministère de la Santé, évidemment, voilà, dans le but collectivement de pouvoir en France accélérer cet accès et pouvoir avoir du produit à nouveau pour répondre aux initiations de traitement. En parallèle, Gilead a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché en procédure accélérée donc, au niveau de l'agence européenne en mars 2021. Et donc cette collaboration, premier succès de cette collaboration, donc Gilead nous a en fait informés pouvoir avoir quelques quantités supplémentaires de produits pour pouvoir reprendre les initiations de traitement dès juin 2021. Il faut savoir que la France est le premier pays européen à disposer du Trodelvy en accès précoce, enfin compassionnel, donc en Europe de manière sécurisée et 100% pris en charge. Voilà. Donc les quantités malheureusement restaient toujours limitées, plafonnées donc à 78 patientes en cours de traitement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé évidemment en étroite collaboration avec les oncologues, dont le docteur Suzette de la Loge, qui va témoigner après, mais aussi les patientes pour définir des critères d'octroi et prioriser les demandes en fonction de l'agressivité de la maladie et aussi chronologiquement en fonction de l'arrivée des demandes. Il faut savoir qu'on a reçu plus de 300 demandes d'accès. Et donc, évidemment, on ne s'est pas arrêté là au niveau avec le collectif, les oncologues, la collaboration ne s'est pas arrêtée là puisque l'enjeu est de pousser le laboratoire à déposer le plus tôt possible une demande d'accès précoce. Et donc, c'est le deuxième succès de cette collaboration, puisque fin juillet 2021, le laboratoire dépose une demande d'accès précoce en préautorisation de mise sur le marché. Et la NSM s'est extrêmement mobilisée sur cet accès précoce au niveau des évaluateurs de la direction médicale, mais aussi réglementaire, la qualité, les pilotes, tout le monde, pour évaluer la demande en moins de 1 mois en période estivale. Donc, très, très réactif, très mobilisé. Et fin août, on a pu rendre un avis. La HAS également s'est mobilisée sur cet accès précoce au regard du besoin médical et a rendu un avis rapidement début septembre, alors qu'en moyenne, le délai d'instruction, comme je le disais tout à l'heure, est plutôt de 3-4 mois. Et donc, conformément à la réglementation qui prévoit que les accès précoces doivent ouvrir au maximum 2 mois après l'avis de la HAS, l'accès précoce de Trodelvy a enfin ouvert le 2 novembre 2021 sans restriction quantitative. Et comme le disait Gladys tout à l'heure, l'accès précoce est toujours ouvert puisque le produit n'est toujours pas disponible dans la voie classique. Voilà. Je vais laisser donc la parole au docteur Suzette de la Loge pour son témoignage côté professionnel de santé de la situation.
Merci, je parle très rapidement parce que je pense qu'il faut qu'on garde du temps pour des questions et vous avez très bien résumé la situation. C'était une première à l'époque et pour moi c'était assez incroyable euh, qu'enfin quelqu'un prenne le relais et que cette association incroyable et tellement énergétique permettent d'accéder précocement à ce médicament. Et il n'y a pas que pour le Trodelvy. En fait, globalement, en France, quand on compare à nos voisins européens, on a un accès qui est meilleur et plus précoce à la plupart des médicaments dans le cancer du sein. Je pense qu'on a des associations dans le cancer du sein qui sont particulièrement actives et que ça change la donne. Donc à la fois, je pense que ce point de vue associatif, c'est incroyablement bon pour les personnes elles-mêmes, parce que je pense que la perception de connaissance, le niveau de connaissance, la confiance dans le système de santé pour les personnes s'accroît. En fait, avoir une association qui est capable de soutenir et d'avoir un tel niveau d'implication dans des décisions publiques, je crois que c'est incroyable. Si vous avez un cancer ou une maladie grave, je pense qu'avoir une telle association, c'est une valeur inestimable. Ça aussi, ça augmente aussi beaucoup l'impression de contrôle, de maîtrise. Ça rend vraiment les personnes plus actrices de leur santé. Et je pense que ça a changé sociologiquement la donne d'une maladie épouvantable subie à une maladie pour laquelle, même si elle reste très difficile, un cancer du sein triple négatif métastatique, on n'est pas tout seul. Il y a des actions, il y a des outils possibles, tout le monde est mobilisé, que ce soit l'ANSM, les professionnels de santé et cette incroyable association avec des personnes, mais aussi leurs proches, etc. Donc, je pense que ça a vraiment été absolument transformant, non seulement sur le modèle que vous avez montré, parce que c'était vraiment un bras de fer épouvantable, mais aussi pour la société en général, le système de santé en général. Après, je trouve les accès précoces, c'est sympa, mais ça fait beaucoup de paperasse assez prolongée à remplir. Nous, on aimerait bien quand même que ça aille plus vite. Ça nous prend un temps fou. Et je pense qu'il y a des inégalités d'accès parce qu'il y a des endroits où les médecins ou les pharmaciens en particulier, dans les petits centres, ne remplissent pas, n'ont pas le temps parce que ça prend du temps de remplir les documents d'accès précoce. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment bien évaluer qu'il y a une vraie égalité d'accès, même à l'accès précoce. Donc ça, c'est une petite question à poser. Donc il y a les belles choses et puis il y a aussi parfois des questions à se poser sur certains aspects. En tout cas, voilà, je confirme cette impression extrêmement positive et transformante. Et puis une dernière chose, en fait, nous, on était en grande souffrance côté professionnel de santé par le fait que ces femmes se rendaient dans une clinique en Allemagne en particulier que je ne vais pas nommer, qui était une arnaque incroyable, qui a profité et extorqué beaucoup d'argent à beaucoup de personnes parce qu'il n'y avait pas de réponse correcte qui n'était pas ressentie correcte des autorités de santé ou des professionnels de santé en France à leur demande incroyable d'accéder à des traitements. Je pense que là, on a vraiment changé la donne et avoir une association en compagnie des professionnels et des autorités qui a pu faire ça, pour moi, c'est assez miraculeux. Et donc, j'ai l'impression que plus beaucoup de personnes ont la tentation d'aller en Allemagne parce que finalement, en France, c'est mieux. Même si c'est pas bon, c'est mieux. Même si c'est pas parfait, c'est mieux. Merci bien. Merci beaucoup, Suzette. Et surtout, nous aussi, on était épouvantés de tous ces départs vers l'Allemagne. D'ailleurs, également en cancéropédiatrie, il y a eu beaucoup de situations de ce type. Et donc, ce qui est problématique, c'est qu'on ajoute de la détresse financière, on fait bouger toutes des familles à une détresse médicale et humaine. Donc, c'était insupportable pour nous aussi. Et je pense aussi à la période que nous avons tous très mal vécue, ces 78 accès compassionnel possible uniquement et pas une de plus, alors qu'on avait 300 demandes. Et donc là, pour nous, tout l'enjeu, c'était d'arriver très, très, très vite à l'accès précoce pour que toutes les femmes qui aient besoin de la molécule puissent en bénéficier, puisque évidemment, ce système réalisé sur des critères certes médicaux, mais avec également un ordre chronologique, voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à le supporter. Et c'était aussi très dur pour les triplettes, mais
je vous rejoins, Suzette, elles sont extraordinaires et elles ont aidé à faire bouger énormément de choses. Si vous voulez bien, on va encore bénéficier un peu de vos compétences médicales. On a quelques questions assez techniques. On a une première question. En phase métastatique, le Pimbro est utilisé uniquement en première ligne de traitement. Pourquoi? Parce que c'est efficace essentiellement en première ligne. Il y a eu plusieurs études en ligne plus avancées qui étaient extrêmement décevantes. Bon, il y a des études en monothérapie, mais pas seulement, et pas seulement avec le pembrolizumab. Assez décevantes. Et le grand problème, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de l'avancée dans la maladie, il y a ce qu'on appelle un épuisement des réserves immunitaires qui font que globalement, la sensibilité à l'immunothérapie est de moins en moins bonne au fil qu'on avance dans la maladie. Donc pour l'instant, on a pu démontrer, et ça très clairement, une efficacité que pour le pembrolizumab et que en première intention, en première ligne, et encore dans certaines situations, puisque vous savez qu'il faut avoir une expression du PDL1, donc c'est pas pour tout le monde. Donc c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on pourrait attendre de l'immunothérapie. On espère que des stratégies un peu différentes pourront faire mieux. Globalement, le Pimbro fait des choses assez incroyables en première ligne dans cette situation, hein, soyons clairs, mais c'est vrai que c'est relativement limité. En fait, le cancer du sein triple négatif, c'est toujours une maladie très complexe, très intelligente, et plus on avance dans le temps, plus on a deux choses, une accumulation d'anomalies génétiques et d'hétérogénéité tumorale qui fait que on a toujours des clones de la maladie qui sont capables de générer assez rapidement des résistances, et aussi une maladie qui est capable d'épuiser les réserves immunologiques de la personne atteinte. Donc ça reste extrêmement complexe. Merci. Alors, encore une question. Je n'ai pas eu d'immunothérapie pour un cancer diagnostiqué en septembre 2022. Pourquoi toutes les triplettes n'ont-elles pas le même suivi en France après les traitements? Alors, je vais répondre aussi à celle-là, mais on peut se partager avec François Clément éventuellement. En fait, pour la question, on ne sait pas si c'est pour un cancer du sein localisé ou un cancer du sein métastatique. Aujourd'hui, globalement, pour un cancer du sein triple négatif, s'il est vraiment triple négatif, localisé, on a une indication de pembrolizumab avec la chimiothérapie néoadjuvante uniquement que dans les stades 2 et 3, donc des tumeurs de plus de 2 cm ou avec une atteinte ganglionnaire. Et ça, c'est très clair. Et quelle que soit l'expression du fameux PDL1, parce qu'il y a un bénéfice dans toutes ces situations. Stade 2 et 3. Si c'est une tumeur de stade 1, moins de 2 cm, pardon, ou sans atteinte ganglionnaire, ou si elle a été opérée d'emblée, il n'y a pas d'indication d'immunothérapie. D'ailleurs, ça ne marche pas parce qu'on a une étude récente avec la tezolizumab qui est négative. Globalement, l'immunothérapie a besoin en général d'avoir une tumeur en place pour être capable d'identifier les épitopes, les antigènes contre lesquels va être organisée la défense immunitaire de la personne. Donc, il faut une tumeur en place, un stade 2 et 3, et une association avec une chimiothérapie bien particulière. Et aussi, éventuellement, il faut ne pas avoir de contre-indications. Elles ne sont pas si fréquentes, mais ce n'est pas un traitement facile, hein, le pembrolizumab. En situation d'un cancer métastatique, toutes les femmes n'en ont pas. Il y a à peu près que 35 à 40% qui vont en recevoir globalement parce qu'il faut que la tumeur exprime le fameux PDL1 avec un CPS supérieur à 10 et un score qui est bien décrit. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. L'immunothérapie ne fonctionne pas, donc il vaut mieux dans ce cas-là investir sur une chimiothérapie plus adéquate, mais pas sur l'immunothérapie. Merci beaucoup, Suzette. On a encore d'autres questions médicales, mais peut-être je repasse la main à Claude s'il y a des questions sur Clinéo, sur d'autres aspects qui concernent le collectif. Sinon, on peut continuer sur les questions médicales. Oui. Alors, je ne sais pas, Aude, est-ce qu'il y a des questions pour le collectif? Je crois que tu as répondu dans le chat. Oui, bonjour à tous. J'ai répondu directement dans le chat sur les questions des soutiens à Clinéo. Je me suis permis de répondre qu'ils étaient mentionnés directement sur la page d'accueil du site Clinéo
qu'il y ait soutien ou pas des sponsors des essais cliniques, les essais cliniques sont bien répertoriés de manière exhaustive sur la plateforme. Donc, c'est ce qui fait tout l'intérêt du dispositif. Et je ne crois pas avoir vu de questions sur le collectif spécifique. J'ai partagé le lien dans la brochure. J'ai pas vu d'autres questions sur le collectif. Ok. Alors Après, peut-être, on peut pas si on a répondre. le temps encore, de faire une ou deux questions pour Suzette, François Clément ou Ah, Isabelle. pour Suzette, ce sera pour Suzette si c'est. Voilà. Y Mais a-t-il des initiatives de recherche en cours visant à mieux comprendre les facteurs de risque ou les prédispositions génétiques associées au cancer du sein triple négatif? Ouais, c'est une excellente question, et en particulier les cancers du sein triple négatif qui surviennent chez des femmes jeunes. Il y a beaucoup de recherches en cours, elles sont très internationales. C'est assez difficile parce que finalement, le cancer du sein triple négatif n'est pas une maladie très fréquente. Et finalement, on l'a pas décrit depuis si longtemps que ça, parce qu'avant, on confondait un peu tous les cancers du sein dans les études épidémiologiques. Et globalement, les facteurs de risque des cancers du sein triple négatif, un peu macroscopiques, ne sont pas si différents des autres cancers du sein. Mais il y a quand même un certain nombre de données qui émergent. D'abord, effectivement, il y a un rôle plus important de facteurs génétiques. Il y a plus souvent des mutations des gènes BRCA1, BRCA2, PALB2 ou d'autres. Ça, c'est très clair. Donc, on va plus souvent chercher une prédisposition chez une femme qui a un cancer du sein triple négatif. Et ça permet aussi de faire de la prévention dans la famille. C'est très important. Et d'autre part, il a été décrit récemment un rôle potentiel d'un certain nombre d'expositions à des polluants qui sont encore mal identifiés. Je vais pas vous donner des réponses claires, malheureusement, mais il semblerait qu'il soit possible, en particulier pour les femmes qui développent des cancers très jeunes, que les expositions à un certain nombre de perturbateurs endocriniens ou de polluants survenus très tôt dans l'enfance, puisqu'on sait maintenant que la glande mammaire commence à avoir des anomalies potentiellement qui peuvent conduire à un cancer dès un âge très jeune, voire même exposition in utero pourrait conduire à la survenue d'un cancer du sein chez une femme jeune. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important parce qu'il va identifier les personnes à risque. Ça permet éventuellement de faire de la prévention, de faire un dépistage bien meilleur, parce qu'on a vraiment démontré maintenant, par exemple, quand on a une mutation BRCA1, on sauve des vies. Et il y a encore 2 publications cette semaine dans la littérature qui montrent, par exemple, que même l'IRM de dépistage chez ces femmes, elle diminue très, très clairement de façon importante la mortalité de 70%. Il y a des chirurgies préventives éventuellement, mais on ne va pas forcément en être là. Mais en tout cas, on sait que identifier des situations et des facteurs de risque, c'est très important. Donc la recherche est très active là-dessus. Je sais que là aussi, c'est comme pour le développement des médicaments, ça ne va pas assez vite, c'est assez décevant. Mais malgré tout, on avance. Faut juste imaginer, par exemple, que BRCA1, on ne connaissait pas il y a 20 ans. Finalement, ça avance quand même. Voilà. Merci. Suzette a une question qui va un peu dans le même sens pour l'avenir. Y a-t-il d'autres options de traitement actuellement à l'étude pour le cancer du sein triple négatif? Alors, il y a beaucoup d'efforts de guerre, beaucoup d'efforts de recherche. C'est un domaine très actif. Pour les médicaments, on est avant tout sur des efforts de l'industrie pharmaceutique, et le cancer du sein triple négatif, ça reste dans le top des maladies auxquelles les industriels de l'industrie pharmaceutique s'intéressent de façon très forte pour plein de raisons. Le cancer du sein, c'est une maladie quand même si le triple négatif n'est pas le plus prévalent, c'est une maladie énorme en termes épidémiologiques dans le monde. C'est une maladie très emblématique, ça touche les personnes jeunes, etc. Et en fait, on voit bien qu'il y a un certain succès d'un développement de médicaments dans les dernières années. Donc, il y a d'autres anticorps conjugués comme le Trodelvy ou le Enhertu qui sont en développement. Il y en a pas mal qui sont assez intéressants. Une deuxième génération. Il y a des nouvelles générations d'immunothérapie, et en fait, certains, ce qu'on appelle anticorps bispécifiques, qui sont des immunothérapies super puissantes, sont en approche qui pourraient être vraiment intéressantes. Il y a eu des études sur les CAR-T, etc., mais qui ont été relativement décevantes. Il y a pas mal de thérapies ciblées qui sont en développement, etc., avec diverses autres cibles.
Et en fait, la recherche thérapeutique, elle s'allie beaucoup à la recherche de biomarqueurs. Donc, l'idée, c'est d'identifier des biomarqueurs qu'on va pouvoir utiliser pour soit amener un anticorps conjugué qui va reconnaître ce biomarqueur et tuer la cellule spécifiquement, soit amener une thérapie ciblée qui va aller tuer la cellule par le biais de la cible. Le truc, c'est comme je disais tout à l'heure, cette maladie, elle reste très complexe et une seule approche, ça suffit jamais. On est toujours obligé d'avoir plusieurs approches en parallèle, donc soit séquentielles, soit concomitantes. Donc voilà, les efforts sont majeurs pour un impact qui est finalement à chaque fois relativement limité. Donc il ne faut jamais abandonner ce qu'on a développé avant. Les chimios qu'on connaît depuis un certain temps, elles restent quand même extrêmement utiles. Et on a vu que les nouveaux médicaments étaient synergiques. Et d'autre part, je pense que les approches prévention dans le futur, elles vont être essentielles. Donc, il y a pas mal de développement aussi d'approches plus préventives, de vaccins potentiels dans le futur, d'approches d'interception du cancer, de détection précoce qui pourrait détecter avant que la maladie ne soit aussi complexe, etc. Donc, énormément de choses pour le futur. Merci pour cette note d'espoir qui fait du bien, je pense, à tout le monde de savoir que ça ne s'arrête pas là. Et donc, on va vous proposer de conclure ce séminaire. Je laisse la parole à Claude. Moi, je souhaite vraiment vous remercier tous, déjà, évidemment, les intervenants pour la qualité de vos interventions. Et puis, tous ceux qui ont bien voulu nous écouter, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, un grand merci à tous. Claude, pour le mot de la fin. Merci Isabelle. Juste, hein, on était sur du réussir ensemble et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait au sein du collectif Triplette Rose, en fait, ça vient de notre vécu, ça vient de notre expérience de patiente, ça vient de nos convictions et ça vient de notre urgence de vie. Mais en fait, sans réunir l'ensemble des acteurs dont vous faites partie, sans essayer de comprendre, ben en fait, on serait arrivé à pas grand-chose. Euh, c'est un message qu'on porte finalement depuis le début du collectif, c'est qu'on est tous des pièces du puzzle. Euh, on est tous une pièce du puzzle de la solution, en fait. Donc, bah, merci à tous. Merci à tous d'être là sur notre parcours. Merci à tous de nous soutenir. Euh, et puis, bah, merci à la NSM. On est vraiment très honorés d'avoir inauguré ce nouveau format de webinaire, ce webinaire inédit. Et du coup, je ne peux pas finir sans faire forcément une dédicace spéciale à Isabelle, à Liora et à Gladys, parce que, mesdames, merci pour votre écoute, merci pour votre sensibilité et toute l'énergie que vous déployez pour rechercher des solutions à chaque fois qu'on vous le demande. Voilà. Donc ça, je voulais en profiter aujourd'hui, mais plus largement, merci à tous les acteurs. Voilà. Bravo. Merci à tous. Merci beaucoup. On n'oublie pas en interne la direction de la communication sans qui nous n'aurions pas pu faire ce séminaire. Et voilà, merci à tous ceux en interne aussi qui nous ont aidés. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter et sur ansm.santé.fr.